Bonjour, je suis Dolores Angela Castelli-Dransart, présidente de Pré Suis Free, l'association de prévention du suicide à Fribourg en Suisse. Je suis également professeure à la Haute École de Travail Social HESSO Fribourg. En raison de la situation particulière que nous vivons, la manifestation annuelle de formation organisée par l'association Pré Suis Free n'a pas pu se tenir comme prévu en présentiel. Pré Suis Free a néanmoins souhaité offrir aux personnes inscrites ou intéressées quelques points de repère sur la thématique qui était programmée, à savoir les conséquences d'une mort par suicide sur les proches et les professionnels de l'action socio-sanitaire. De nos jours encore, le suicide est une mort qui suscite des jugements de valeur, voire de la stigmatisation. Pour les personnes qui y sont confrontées, les proches en premier lieu, mais aussi les professionnels qui ont soutenu la personne décédée, les amis, les collègues, voire les témoins de l'acte, cette mort engendre des réactions diverses et souvent très intenses. Celles-ci peuvent se manifester aussi bien au niveau personnel, sous forme de recherche d'un responsable, questionnement, pensée obsessionnelle, mais aussi au niveau collectif, dynamique de bouc émissaire, stigmatisation, voire de mise à l'écart de ceux et celles qui restent. Ce sujet, encore trop souvent négligé, est intimement néanmoins relié à la prévention du suicide dans la mesure où, comme le disait Schneiderman, un des fondateurs de la suicidologie, la postvention, c'est de la prévention pour la génération future. En effet, soutenir et accompagner les endeuillés par suicide ou plus largement les personnes qui, à un titre ou à un autre, ont été touchées par un décès par suicide est capital. Non seulement pour contribuer à soulager leurs souffrances ou les soutenir dans leurs difficultés, mais aussi pour éviter le développement de troubles de santé mentale sévères à moyen ou à long terme, ou encore pour éviter des effets de imitation. La manifestation organisée par Pré Suis Free vise donc à ouvrir la parole sur ces sujets et à fournir des points de repère aux professionnels susceptibles d'être confrontés à des personnes confrontées à un décès par suicide. Après l'allocution d'ouverture de la présidente du Conseil d'État de Fribourg, Madame Anne-Claude Domière, le docteur Laune abordera la question des impacts possibles du suicide d'un patient ou d'une patiente sur les professionnels de l'action socio-sanitaire. Pour ma part, j'aborderai les questions liées aux manifestations à la suite d'un suicide, ainsi que quelques pistes de soutien possibles pour les personnes touchées à un titre ou un autre par le deuil ou par un acte suicidaire. Nous avons le plaisir d'accueillir d'abord Madame Anne-Claude Domière, présidente du Conseil d'État et directrice du département de la santé et des affaires sociales du canton de Fribourg en Suisse. Madame la présidente du Conseil d'État, merci beaucoup de votre soutien et engagement de longue date à la prévention du suicide et à l'association de prévention du suicide de Fribourg. Merci aussi, dans ces circonstances particulières, d'avoir accepté d'enregistrer votre allocution d'ouverture à la journée de Pré Suis Free organisée à distance sur la postvention, c'est-à-dire l'ensemble des mesures de soutien aux personnes qui ont perdu un proche par suicide ou aux professionnels qui ont été touchés par le suicide d'un usager ou d'une usagère. Je vous cède avec grand plaisir la parole. Merci beaucoup, Madame la Présidente, chers membres, chers intervenants. La pandémie ne cesse de chambouler nos vies et nos agendas. Cette journée de formation qui aurait dû coïncider avec la Journée internationale de la prévention du suicide le 10 septembre a été judicieusement reportée et adaptée par ses organisateurs sous une forme virtuelle. Si nous nous sommes habitués à cette nouvelle forme d'échange, espérons cependant qu'elle ne perdurera pas. Qui aurait cru, il y a 7 mois en arrière, que nous en arriverions là? En m'accordant régulièrement l'honneur de votre tribune, vous me donnez non seulement l'occasion de mettre en avant un problème de société qui préoccupe la direction de la santé fribourgeoise, vous m'offrez aussi et surtout la possibilité de remercier toute l'équipe de l'association pour la prévention du suicide dans le canton de Fribourg
pour son travail essentiel, son solide engagement et son indéniable contribution à la population de notre canton. Je ne puis d'ailleurs que vous réaffirmer ce que je vous avais dit lors de ma dernière intervention. Vous avez mon soutien et l'assurance que la subvention versée par la Direction de la santé et des affaires sociales se poursuivra via le réseau fribourgeois de la santé mentale. Votre association s'imbrique parfaitement dans ce réseau et ses activités, en particulier dans le domaine de la formation et de la sensibilisation, représente une réelle plus-value. La preuve avec la formation que vous proposez aujourd'hui dans un domaine tout aussi important que la prévention, la post-mention. Nous sommes d'autant plus soucieux en cette période de crise sanitaire de pouvoir compter sur vous et sur tous les acteurs concernés. Ein genereller Lockdown und das Social Distancing können bei Menschen, die schon vorher psychische Schwierigkeiten hatten, Ängste verschlimmern und Suizidgedanken auslösen. Stop Suicide l'a d'ailleurs rappelé lors de la campagne de prévention lancée récemment. Commentant dans La Liberté ce phénomène, Christophe Salaté, médecin-chef au sein de notre réseau fribourgeois de santé mentale, soulignait, je cite, « Les professionnels craignent une aggravation de la souffrance psychique avec, pour corollaire, une hausse de l'anxiété et des dépendances. La détresse et le désespoir peuvent être accentués par les incertitudes quant à l'issue de la pandémie. Isolement, détresse et désespoir sont des éléments qui peuvent pousser vers des pensées ou des projets suicidaires. » Fin de la citation. Il est donc fondamental que les proches soient attentifs aux personnes en détresse et les accompagnent vers des structures professionnelles. On pense aux personnes âgées, aux personnes prises à la gorge pour les soucis économiques, aux malades du Covid qui ont dû passer des semaines éprouvantes aux soins intensifs, mais aussi, et Christophe Salaté tenait à le rappeler, il faut garder un œil sur les professionnels de la santé qui ont été en première ligne dans la lutte contre le coronavirus et qui ont pu vivre des situations difficiles. J'ai d'ailleurs une pensée pour tout le personnel essentiel, les soignants comme tous les autres, qui ont fait preuve d'un énorme engagement et qui continuent au quotidien de le faire. Le personnel soignant, par ailleurs, serait la catégorie la plus affectée par les suicides, selon une étude réalisée bien avant la pandémie sur les métiers à risque par Unisanté et publiée l'an dernier. Deux autres professions présentent un risque suicidaire plus élevé que la moyenne pour les femmes comme pour les hommes, les chauffeurs de transport public et les ouvriers de production en usine. Il ne faut pas oublier non plus les métiers de la terre où l'on observe des tendances suicidaires plus élevées de 37% que dans le reste de la population masculine. Le canton de Fribourg a connu sa période noire à la fin des années 90 et au début des années 2000 avec un taux de suicide supérieur à la moyenne suisse. Ce qui avait particulièrement inquiété ma prédécesseure, Madame Ruth Luthi, qui avait alors lancé les réflexions pour permettre la création de votre association en 2003. Depuis, vous n'avez cessé de vous attaquer au problème en sensibilisant les professionnels à ce douloureux phénomène. Je profite au passage de saluer à nouveau l'engagement du docteur Patrick Hammerley qui a quitté ses fonctions de président l'an dernier après avoir porté l'association depuis sa création et on a assuré son essor. Je vous remercie, Madame la Présidente, pour votre engagement déjà depuis plus d'une année et pour toutes les années à venir. La belle énergie déployée par votre association, appuyée par les intenses efforts fournis par d'autres structures, et le canton porte ses fruits. Selon les derniers chiffres publiés cette année par l'Observatoire suisse de la santé, Fribourg affiche avec le canton de Genève les taux de suicide les plus bas de tous les cantons romans. Bien sûr, c'est un travail à long terme et qui demande un effort constant, mais il est intéressant de plonger dans quelques données pour se rendre compte du chemin accompli. En 2002, Fribourg affichait 20,5 cas pour 100 000 habitants, son taux le plus élevé au cours de ces 20 dernières années. En comparaison, cette année-là, Appenzell-Rhodes-Intérieures battait les records du pays avec un taux de 28 pour 100 000. C'est à partir de 2010 que la courbe fribourgeoise a vraiment commencé à s'infléchir pour atteindre en 2017 11,7 cas pour 100 000 habitants. La courbe nationale des cas de suicide a baissé certes, mais que très légèrement depuis le début des années 2000.
L'Observatoire suisse de la santé le rappelle, dans notre pays, entre 2 et 3 personnes décèdent chaque jour d'un suicide, un chiffre qui ne tient pas compte des cas de suicide assisté. Après le cancer et les maladies cardiovasculaires, il s'agit là de l'une des causes les plus fréquentes de mortalité prématurée. Plus inquiétant, le suicide reste la première cause de mortalité chez les jeunes de plus de 16 ans. Vous ne le savez que trop bien, Madame la Présidente, puisque vous avez lancé l'an dernier un projet d'envergure avec le groupe de travail Prévention Suicide Jeunes pour réfléchir aux actions à mener auprès des jeunes et des adultes qui les entourent. Parmi les jeunes qui figurent dans la catégorie à risque mise en avant par Stop Suicide, les jeunes LGBT+, que la crise sanitaire a également affecté durablement en raison de l'isolement, de la discrimination et de l'impossibilité d'avoir recours durant cette période à leur réseau de soutien habituel. Mais il convient de donner aussi des bonnes nouvelles. Le suicide chez les jeunes a diminué de plus de la moitié au cours de ces 30 dernières années, toujours selon l'Observatoire suisse de la santé, qui précise d'ailleurs que 9 jeunes sur 10 se sentent en bonne santé et c'est une bonne nouvelle. Ce qui est réjouissant aussi et qui nous ravit puisque le canton de Fribourg et ma direction avons initié en partenariat avec la Fondation Santé Suisse le programme Je mange bien, je bouge bien. Ce programme vise avant tout à diriger les jeunes vers une hygiène de vie plus saine et in fine à les faire se sentir bien dans leur corps, mais aussi dans leur tête. Dieser Programm, das auf Senioren ausgedehnt wurde, führt perfekt in das Programm unserer Kindheit- und Jugendpolitik sowie in den weiteren Rahmen unseres kantonalen Programms zur Förderung der psychischen Gesundheit ein. Mais toutes ces actions demandent un engagement constant. Nous devons tous de poursuivre nos efforts et de travailler en réseau pour réduire autant que possible les mailles du filet et éviter que de trop nombreuses personnes n'échappent à une prise en charge qui pourrait leur être salvatrice. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Madame la Présidente du Conseil d'État, pour ces mots qui donnent vraiment un panorama complet de la situation et aussi pour vos mots d'encouragement pour l'association, mais aussi pour toutes les personnes de bonne volonté qui s'engagent à côté de nous tous pour améliorer la santé de la population. Merci et une belle suite à vous. Merci. Bonjour, Monsieur Lohn. Merci d'avoir accepté notre invitation à partager avec nous vos connaissances en prévention et plus particulièrement sur le sujet de l'impact d'un suicide d'un patient ou d'un client sur les professionnels et aussi aborder la question de soutien éventuel à envisager. Je me permets une brève présentation. Vous êtes donc praticien hospitalo-universitaire à la faculté de médecine de Lyon et également associé à l'hôpital Vinatier à Lyon. Vos intérêts de recherche portent sur la prévention des conduites suicidaires, sur la prévention du suicide et sur la postvention. Vous avez aussi un intérêt pour les déterminants sociaux des troubles de santé mentale et des conduites suicidaires. Nous vous accueillons avec plaisir et je vous donne la parole pour cette conférence. Merci beaucoup pour cette introduction et surtout merci beaucoup pour cette invitation, même si les conditions sont un peu particulières et que je n'ai pas eu le plaisir de pouvoir venir sur Fribourg, mais j'espère pouvoir le faire prochainement. Je remercie l'association Pré-Suifri encore une fois pour cette invitation et donc je vais tâcher effectivement d'aborder dans cette présentation la question de l'impact du suicide des patients sur les professionnels et surtout sur finalement ce qui nous manque le plus aujourd'hui, comment accompagner la résilience lorsque des suicides surviennent. Une première diapositive qui vise à faire un rappel global sur la question de la postvention autour du hashtag Not6 qui vient nous rappeler que là où pendant longtemps on a pensé que lorsqu'un suicide survenait, 6 personnes en moyenne de la famille ou les proches étaient impactées, endeuillées, des travaux plus récents ont montré que c'était en réalité 135 personnes qui sont exposées, impactées pour chaque suicide qui survient. Ce sont des travaux notamment de Julie Serrel, que vous voyez en haut à gauche, ou de Karl Andriessen en haut à droite de cette diapositive. Karl Andriessen a notamment montré dans une méta-analyse récente que c'est 22% de la population, une personne sur 5, qui sera exposée à un suicide au cours de sa vie.
Ces travaux ont amené à en arriver à la notion de continuum d'exposition au suicide, avec cette idée que sur ces 135 personnes exposées, toutes, bien sûr, ne subiront pas le même niveau d'impact de cet événement. Certains seront exposés dans le sens où ils seront au courant, avertis, subiront la connaissance de cet événement, mais sans impact ou affection particulière. D'autres seront affectés par ce suicide, seront marqués par un impact émotionnel, par exemple, un peu plus important. Et puis, au cœur de cette exposition, de ce continuum d'exposition, certains seront endeuillés à court terme ou à plus long terme. On peut, comme on le voit sur cette diapo, faire finalement une liste un petit peu exhaustive des personnes qui peuvent être exposées, affectées ou endeuillées. J'ai souligné volontairement la question des soignants qui, tout au long du continuum, peuvent se retrouver lorsqu'ils sont exposés à un suicide. C'est ce que je vais tâcher de décrire aujourd'hui. Pour ce faire, je commencerai par vous décrire une enquête nationale que nous avons menée en France en 2019, dont les résultats sont bientôt publiés, qui à s'intéresser à une population particulière qui est celle des psychiatres, pour essayer de comprendre ce qu'il en est. Nous avons eu plus de 700 participants, 764 au total, ce qui en fait une enquête relativement importante en termes de taille, avec des psychiatres en moyenne de 45 ans, principalement des femmes, qui ont répondu, des psychiatres qui étaient de l'ensemble des régions françaises. C'est un point important parce que nous avons des disparités de taux de suicide entre ces régions. Alors, il y a de nombreux résultats dans cette étude, mais les résultats principaux étaient la prévalence très importante d'exposition au suicide de patients, chez près de 90% des psychiatres, dont plus de 2/3 à plusieurs suicides. Ce qui montre à quel point être un professionnel de la santé mentale, notamment un psychiatre, va entraîner la probabilité très forte de cette exposition. Et ce qui est important, c'est que la plupart, 90%, étaient confrontés en début de carrière, notamment pendant l'internat, qui est en France cette période de 4 ans, au cours desquels les étudiants en médecine vont se spécialiser en psychiatrie. Et lorsqu'on demandait aux participants quel avait été le suicide le plus impactant auquel ils avaient été confrontés, un grand nombre d'entre eux décrivaient que c'était au début de leur carrière, soit pendant l'internat, soit pendant les 10 premières années de leur prise de poste. On s'est intéressé à l'impact que pouvait avoir cet événement et on retrouvait des données qui sont connues au niveau international et qui sont retrouvées dans de nombreuses études, avec tout d'abord un impact traumatique important en utilisant l'impact of event scale, l'évaluation des symptômes post-traumatiques. On trouve un score moyen de 19,18, ce qui est très important. Et surtout, si on prend des marqueurs, des cut-offs un petit peu de risque d'état de stress post-traumatique, et qu'on prend un premier marqueur de 24, qui est un marqueur qui nous fait dire qu'il y a déjà un risque, on avait près de un quart des répondants qui répondaient à ce niveau d'impact traumatique. Et lorsqu'on prenait un impact à 34, qui est encore plus élevé, et qui est un marqueur encore plus important, qui ne pose pas le diagnostic d'état de stress post-traumatique, mais qui laisse craindre qu'on puisse évoluer vers ce type de problématique, on était à près de 14%. Les facteurs qui étaient associés à un risque de PTSD, je ne vais pas tous les mais j'insisterai notamment sur la notion de préparation préalable à l'éventualité d'un suicide, nous y reviendrons plus tard. Le manque de préparation est vraiment un facteur de risque important d'impact négatif de l'exposition à un suicide. Et de même, le fait d'être un psychiatre expérimenté est un facteur protecteur, ce qui vient de dire que les jeunes professionnels sont particulièrement à risque. Un résultat qui était, sinon étonnant, du moins décevant quelque part, c'est le fait d'avoir reçu du soutien n'était pas associé à une protection vis-à-vis du risque d'impact traumatique, ce qui pose la question aussi de quel type de soutien avait été reçu, on y reviendra. Deuxième point, un impact émotionnel assez marqué, avec notamment des sentiments de culpabilité, de tristesse, de choc, de sidération, qui étaient clairement décrits par les participants, notamment les femmes. Et encore une fois, l'absence de préparation préalable, le sentiment de ne pas avoir été correctement préparé à l'éventualité du suicide d'un patient, était associé à un impact émotionnel plus marqué. Troisième point, l'impact professionnel, qui était décrit par près de 4 qui nous répondaient, avec un impact à la fois positif, ce qui laisse d'ores et déjà envisager que être confronté, exposé à un suicide d'un patient peut entraîner des effets bénéfiques sur lesquels il faut pouvoir
proposer des améliorations des pratiques, notamment au sein des services et des unités qui sont impactées, mais également un impact professionnel plus négatif, notamment une tendance à hospitaliser de manière parfois trop importante les patients sur des situations qui ne le nécessitent pas forcément, et une crainte de donner des permissions, de donner plus de liberté aux patients. On voit qu'il peut y avoir de ce côté-là un impact très direct sur les patients qui vont être suivis par des personnes impactées. Et résultat tout de même inquiétant, près d'un psychiatre sur 5 a envisagé de changer de carrière suite à l'exposition, ce qui montre à quel point il y a des questionnements très profonds sur le rôle professionnel, sur l'identité professionnelle. Cet impact professionnel était fortement corrélé, l'impact professionnel négatif, fortement corrélé au sentiment de responsabilité, qui était marqué notamment pour les patients qui avaient vu, pour les personnes qui avaient vu le patient le jour même. Et encore une fois, le manque de préparation, je me permets d'insister sur ce point, était également associé à un impact professionnel négatif plus important. Je parlais tout à l'heure de la question du soutien reçu. Il est inquiétant de voir que 37% des répondants déclarent n'avoir reçu aucun soutien après l'événement, ce qui veut dire que plus de 2 tiers n'ont été aidés par personne, que ce soit l'institution, que ce soit leurs collègues ou que ce soit leurs proches. La moitié déclarait qu'aucune réunion n'avait été mise en place suite à l'événement, ce qui signifie que l'institution, l'équipe n'avait pas pris en compte cet événement, cette exposition au suicide, comme quelque chose qui nécessitait d'être discuté, d'être travaillé en équipe. Le soutien provenait principalement des collègues et notamment des autres psychiatres. Ce qu'on ressort de cette question du soutien, c'est qu'il y a un manque criant de soutien institutionnel pour les psychiatres. Et encore une fois, c'est des choses qui sont décrites de la même manière par d'autres professions lorsque survient le suicide d'un patient. Alors, qu'en est-il de ceux qui n'ont pas été confrontés? J'ai mis encore été confrontés parce que finalement, on s'est rendu compte que c'était des psychiatres jeunes. La plupart avaient moins de 5 ans d'expérience. Et qu'en réalité, s'ils n'étaient pas encore confrontés, c'est sans doute parce qu'ils n'avaient pas encore été et que cette exposition reviendrait. On voit que c'est une toute petite partie des répondants, environ 5%. Mais le résultat qui était là aussi marquant, c'est que 2 tiers d'entre eux disaient qu'ils ne se sentaient pas préparés à être confrontés au suicide d'un patient. Encore une fois, le manque de formation à cette question est tout à fait critique et nous verrons dans cette deuxième partie de mon intervention sur les outils pour accompagner la résilience, comment est-ce qu'on peut tenter d'accompagner les professionnels. Et vous l'avez compris, mon insistance a été importante sur la question de la formation et je commencerai par ça. Il me semble que si on veut accompagner les professionnels suite au suicide d'un patient, il faut déjà en amont les former, les préparer à cette éventualité. C'est une chose d'intervenir après, mais il faut intervenir avant. Comment? Il ne s'agit pas forcément de faire des choses très compliquées. Des demi-journées de formation sous forme de workshop, sous forme de e-learning, peuvent tout à fait avoir un rôle très aidant, très important pour les jeunes professionnels, pour qu'ils puissent prendre conscience de la prévalence de l'exposition. C'est fréquent, cela risque d'arriver. Cela a des conséquences émotionnelles. Je serais peut-être touché, j'aurais peut-être une réaction émotionnelle forte, mais je la connais et je suis du coup en capacité aussi de la comprendre et de pouvoir être accompagné parce que c'est aussi une meilleure connaissance des soutiens possibles. Connaissance aussi de la gestion concrète de l'après-coup, comment gérer le contact avec la famille, comment gérer les suites au niveau du fonctionnement d'équipe, comment gérer la question des potentielles enquêtes de police ou administratives, comment organiser pour moi-même et pour mon équipe du soutien. La littérature internationale sur ce sujet a démontré l'efficacité de ces programmes pour une meilleure connaissance des démarches à suivre dans l'après-coup, dans les suites du suicide d'un patient, d'une meilleure connaissance des systèmes de soutien par les jeunes professionnels, parce qu'un jeune professionnel qui arrive dans une institution ne connaît pas forcément tous les rouages, toutes les possibilités, comment accède-t-on à la médecine du travail, quelles équipes existent dans mon institution qui peuvent m'aider, comment est-ce que je peux en référer à ma hiérarchie. On retrouve également une plus grande volonté d'aider un collègue ou une collègue impactée, ce qui signifie qu'on va pouvoir jouer aussi sur le soutien par les pairs en formant précocement les jeunes professionnels. Le problème, c'est que ces programmes n'ont été évalués qu'à court terme, donc on ne sait pas encore exactement quel impact ils peuvent avoir à plus long terme sur l'ensemble d'une carrière. Je vous ai mis sur cette diapositive une étude que nous avons publiée récemment, qui est un protocole d'étude dans lequel nous décrivons un programme de post-vention pour les professionnels impactés par le suicide d'un patient. On est là donc dans l'après-coup. Et l'idée est d'évaluer dans les temps qui viennent ce dispositif. J'aurais aimé pouvoir vous présenter, c'est ce qui était prévu aujourd'hui, des premiers résultats, puisque l'étude devait débuter en février.
malheureusement, comme vous le savez, des contingences autres au niveau national et international. Vous avez compris, le Covid a fait qu'on a dû repousser le début de cette étude. Alors, ce programme de postvention que nous proposons sur Lyon, dans mon service, le Centre de prévention du suicide, le programme Support, est un programme qui se déroule en 3 ou 4 phases. La première phase étant dédiée au soutien émotionnel immédiat. L'idée est qu'il y ait des premiers contacts à distance entre le CPS et l'équipe impactée. Ça signifie que nous n'intervenons pas immédiatement, mais nous soutenons, nous aidons le déploiement d'une équipe de crise au sein même de l'institution qui va gérer l'après-coup sur le plan concret, sur le plan pratique et aussi sur la gestion émotionnelle des équipes. L'idée est de s'appuyer sur le soutien par les pairs et par l'institution parce que l'enquête dont je vous parlais tout à l'heure s'est associée aussi à une étude qualitative sur laquelle nous avons montré que le soutien par l'institution, le sentiment d'être pris en compte par l'institution était un moteur important de la résilience dans les suites du suicide d'un patient. Nous proposons aussi un accueil individuel des soignants sur le centre de prévention du suicide pour ceux qui seraient le plus impactés. Nous nous intéressons notamment à ceux qui ont découvert le corps, si le suicide a lieu dans l'institution, à ceux qui étaient le plus proches du patient parce qu'ils en avaient la responsabilité immédiate ou parce qu'ils l'ont vu le jour même. On a vu tout à l'heure que le fait de voir le patient le jour même était un facteur de risque d'un point de vue traumatique et de l'impact professionnel. La deuxième partie, qui va se faire dans les troisième et quatrième semaines de notre intervention, est une intervention sur site de débriefing, au cours de laquelle un binôme de notre équipe, binôme type psychiatre et psychologue, psychiatre infirmier ou psychologue et infirmier, va intervenir directement dans l'institution sur une réunion d'environ 1 à 2 heures avec l'ensemble de l'équipe exposée. L'idée, c'est qu'il y ait un maximum de personnes qui soient présentes, même parfois des personnes qui ne se sentent pas directement impliquées parce qu'elles n'étaient pas là ce jour-là, mais qui peuvent avoir un impact plus marqué que ce qu'elles imaginent. L'idée, c'est d'une approche compréhensive, centrée sur l'impact émotionnel en lien avec le suicide. Ce n'est pas une réunion qui a une vocation de faire une revue de mortalité, de reprendre de manière opérationnelle les choses, mais vraiment de s'intéresser au vécu de l'équipe et de pouvoir discuter librement, dans une atmosphère non jugeante, de comment l'équipe vit les choses, parce qu'on peut avoir des désorganisations très importantes ou des impacts très forts au niveau individuel et institutionnel qu'il faut prendre en compte. Nous insistons dans cette deuxième phase sur l'intérêt d'une réunion pour les usagers, parce que parfois les professionnels ont tendance à oublier ou en tout cas ne pas prendre directement, pleinement en compte la question de l'impact sur les usagers. Et lorsque nous pouvons faire une double réunion, par exemple, je vais le faire la semaine prochaine dans un établissement pour personnes âgées, voir à la fois l'équipe et puis dans un second temps, voir les résidents, ça permettra vraiment de prendre en compte l'ensemble de l'impact sur l'institution. Dans une troisième phase qui se déroule, on va dire, au cours du 2e mois, en moyenne, nous offrons donc un soutien à moyen terme. L'idée est de rester disponible. Notre équipe se tient prête à réintervenir si besoin, à recevoir d'autres professionnels qui ne seraient pas forcément venus en première intention, mais pour lesquels la réalisation de la réunion de débriefing a permis peut-être de mieux comprendre l'intérêt de la postvention, de s'autoriser aussi à voir et à comprendre l'impact auquel ils étaient confrontés. Et donc, c'est souvent dans ce moment-là qu'on reçoit d'autres professionnels qui n'étaient pas venus immédiatement, les recevoir pour quelques consultations d'accompagnement qui souvent les aident énormément à avancer dans ce travail de postvention. Nous restons notamment disponibles pour l'équipe de crise qui a été formée pour les accompagner dans la gestion émotionnelle et pratique du suicide qui a eu lieu dans leur institution. Enfin, nous ajoutons une 4e phase qui est optionnelle, que nous réservons à des équipes qui sont impactées à plusieurs reprises ou qui sont très fortement impactées. Cette phase optionnelle est souvent proposée à des équipes dans lesquelles le risque de suicide est très élevé, notamment en prison, dans les hôpitaux psychiatriques, dans les établissements pour personnes âgées. Par exemple, actuellement, nous accompagnons une équipe psychiatrique qui travaille en prison, dans laquelle il y a eu plusieurs suicides sur l'année 2019, qui est très fortement impactée par cette succession de suicides itératifs. L'idée est surtout de soutenir l'équipe de crise, mais encore une fois, nous nous tenons disponibles pour intervenir directement sur site, à la fois au niveau de l'équipe ou au niveau individuel. Nous proposons aussi quelque chose que je trouve très important dans cette dernière phase, c'est pour favoriser cette croissance post-traumatique, cette résilience,
que l'équipe puisse se saisir de ce qui s'est passé, qu'elle ne reste pas uniquement dans la passivité. Et pour ce faire, nous proposons des groupes de travail, des ateliers dans lesquels nous pouvons intervenir ou pas nécessairement, hein, selon les envies, les besoins et les attentes de l'équipe, mais dans lesquels nous proposons à l'équipe de se saisir de la prévention du suicide, de la question du stress professionnel, de la question des événements indésirables. Voilà, il y a plein de possibilités pour qu'ils deviennent acteurs de ce qui se passe. Et c'est des choses qui permettent de souder à nouveau l'équipe autour de cet événement et qui sont le plus souvent très appréciés par les autres. Alors, vous l'avez vu, c'est un dispositif effectivement qui est assez précis, assez calibré, dont nous attendons une évaluation dans les mois qui viennent. Une évaluation sur le plan principalement qualitatif. Hein. Nous menons une recherche-action pour évaluer cette étude et donc j'espère pouvoir à l'avenir vous en présenter les résultats. J'ai évoqué cette première phase au cours de laquelle nous favorisons le soutien par les pairs, le soutien au sein de l'institution et finalement comment soutenir un collègue, une collègue impactée par un suicide parce que ce n'est pas forcément inné de pouvoir soutenir et apporter ce soutien émotionnel à ses collègues. Alors nous avons vous proposer quelques règles globales. La première, savoir faire part de ses propres limites, savoir faire part de l'impact que l'on vit soi-même, pouvoir dire aussi, pour moi actuellement c'est difficile, je ne sais pas si je suis la personne la plus apte, au contraire, de partager nos émotions, en tout cas essayer de prendre conscience de comment est-ce que soi-même on vit l'événement. Le deuxième point, c'est absolument d'éviter l'isolement d'un collègue. On observe parfois lorsqu'on intervient en post-vention des équipes où un collègue en particulier, un professionnel en particulier, va se trouver un petit peu isolé du reste de l'équipe parce qu'il va être jugé responsable ou parce qu'il va se juger responsable. Et il est important vraiment de créer une dynamique d'équipe et de favoriser cette dynamique d'équipe là où un événement aussi impactant qu'un suicide peut entraîner plutôt de la désorganisation et parfois des phénomènes de rejet ou d'éloignement entre les membres de l'équipe. Troisième point, porter une attention particulière aux jeunes collègues, quelle que soit leur profession. Je vous l'ai dit tout au long de la présentation des résultats de notre enquête nationale qui retrouvent ce que nous retrouvons dans d'autres enquêtes. Les jeunes professionnels, les jeunes collègues sont particulièrement fragiles vis-à-vis d'événements indésirables tels que le suicide d'un patient. Il est important vraiment d'avoir une attention particulière à leur égard. Quatrième point, apporter ce soutien émotionnel le plus précocement possible. On peut parfois avoir l'idée qu'il faut laisser un petit peu de temps, alors qu'en réalité, souvent les équipes le disent bien, cette espèce de débriefing naturel, immédiat, est souvent très aidant, parce qu'il permet vraiment à chaud de faire part de ce qui se passe, de pouvoir faire part de ses émotions. L'idée, c'est de favoriser l'expression et la reconnaissance des émotions, pouvoir dire effectivement qu'il peut y avoir de la culpabilité, de la tristesse, de la colère, du choc, mettre en mots ces émotions et accompagner le ou les collègues dans l'expression de ces émotions vécues. Certains professionnels, internes en psychiatrie, par exemple, dans les focus group que nous avons réalisés dans une étude qualitative, disaient à quel point le fait de pouvoir faire part de ces émotions devant une équipe était potentiellement difficile pour eux, qu'ils avaient la crainte d'être perçus comme de mauvais professionnels s'ils le faisaient. Et il est important d'insister que montrer ses émotions à son équipe n'est pas une marque de faiblesse ou de défaut professionnel. Cinquième point, ne pas laisser seul le ou la collègue, encore une fois, mais cette fois-ci du côté des démarches, qu'il puisse y avoir une enquête de police, une enquête administrative, la question de l'appel à la famille. On a vu qu'appeler la famille pouvait être traumatisant. Pour ma part, je pense qu'appeler la famille est important. Je crois qu'on ne peut pas éviter cette étape-là, mais il est vrai qu'il faut que ce soit fait de manière compréhensive pour les professionnels qui le font, de manière adaptée, de manière accompagnée. Les internes nous décrivaient par exemple des cas où les seniors refusaient de les accompagner dans l'appel à la famille et à quel point ça avait pu être un moment difficile pour eux, alors qu'à l'inverse, des internes qui avaient été accompagnés par leur supérieur hiérarchique pour appeler la famille en avaient retiré un bénéfice très important. Donc aider à préparer ces moments importants, accompagner si besoin. La question par exemple d'être convoqué au commissariat, beaucoup de professionnels décrivent qu'une convocation au commissariat dans le cadre professionnel, si on n'est pas accompagné de son supérieur hiérarchique ou d'un membre de son équipe, est particulièrement difficile parce qu'on se sent mis en faute alors que c'est dans le cadre professionnel et qu'on est convoqué là à titre individuel et non pas dans le cadre de son service. Sixième point qui est important, favoriser l'accès à un soutien institutionnel, qu'il s'agisse de la médecine du travail, de la chefferie de service, de l'encadrement, parce que certains professionnels peuvent être assez méfiants
à l'égard de leur encadrement ou de la médecine du travail, avec cette idée que ce sont des organes de contrôle qui vont venir juger, parfois des chefs de service qui sont aussi eux-mêmes en difficulté pour accompagner leur équipe. Il est vraiment important de favoriser la discussion et la dynamique d'équipe au sein de l'institution à travers les fonctions support et les fonctions hiérarchiques. Proposer aussi du soutien psychothérapeutique, parce que certains professionnels vont avoir la crainte d'aller vers un soutien psychologique, une psychothérapie, alors que l'impact peut être très important. Nous avons par exemple sur l'hôpital la possibilité, en passant par la médecine du travail, de proposer 5 consultations remboursées, payées par l'hôpital pour les professionnels dans le cadre d'événements indésirables et notamment du suicide d'un patient. Et nous n'hésitons pas à l'utiliser pour que les professionnels puissent bénéficier d'un cadre rassurant et qui soit à la fois en dehors de l'institution, parce qu'il y a parfois la crainte aussi d'être étiqueté ou jugé si les choses se font au sein de l'institution. 7e point, qui est parfois un petit peu délicat, mais accepter de prendre soi-même en charge les patients ou les usagers considérés comme les plus difficiles, notamment ceux qui ont un risque suicidaire élevé au moment de l'après-coup du suicide. Il est important, bien sûr, non plus de ne pas se surcharger, de ne pas en faire plus que ce qu'on ne peut, que cette situation ne soit pas durable dans le temps, mais sur les premiers jours, de prendre ce rôle-là, notamment lorsqu'il y a une question hiérarchique, qu'on est en hiérarchie vis-à-vis du collègue, de pouvoir le soulager pour lui donner cette sécurité qui lui permettra de reprendre pleinement toutes ses fonctions dans les jours qui suivent. Il ne s'agit pas non plus de discréditer et de mettre le collègue de côté, simplement de discuter avec lui ou avec elle de la question de la gestion des patients difficiles dans les jours qui suivent. Enfin, le point 8 est important, gérer l'annonce aux autres patients, aux autres usagers, prévenir la contagion suicidaire. Une institution, ce n'est pas que des professionnels, ce sont avant tout des usagers, des patients, et parfois, dans cette approche de post-vention professionnelle, on peut, sans faire exprès, mais on peut passer à côté de la question du vécu des usagers, des patients, et oublier qu'ils sont pleinement dans l'institution, qu'ils savent des choses, qu'il y a des choses qu'ils ne savent pas et sur lesquelles ils peuvent parfois chercher à comprendre. Il peut y avoir de la culpabilité et le risque de contagion suicidaire est bien sûr connu, notamment au sein des institutions. Je vous parlais de ces lieux à haut risque de suicide, à la fois parce qu'ils sont présents des gens qui présentent facteurs de risque importants par suicide, mais aussi parce que les phénomènes de contagion sont multipliés au sein des institutions. Il est évident que le professionnel qui est très impacté lui-même par le suicide de son patient ou de son usager va être en difficulté pour gérer cette prévention de la contagion suicidaire et cette annonce aux autres patients et usagers. Et il est important de suppléer, encore une fois, sans prendre la place, pourquoi pas l'accompagner, mais en tout cas d'être présent sur cette question aussi, qui est importante. En termes de perspective, vous voyez qu'il y a beaucoup de choses qui sont possibles déjà au quotidien, mais il est vrai qu'on a envie sur la post-vention d'avancer. Les outils numériques vont sans doute nous offrir de nouvelles possibilités d'accompagnement des professionnels. Nous réfléchissons notamment sur le service à la création d'une plateforme web francophone qui permettrait d'accompagner les professionnels endeuillés par suicide, enfin impactés par suicide plutôt, et pourquoi pas endeuillés par le suicide d'un de leurs patients, avec des plateformes dédiées, avec de l'information, des ressources, qui permettent aussi peut-être de créer des formations et de l'information à grande échelle, parce qu'il est vrai qu'on peut intervenir au niveau local, régional, mais si on veut toucher un ensemble de professionnels, les outils numériques vont nous offrir de grandes perspectives. Je vous donne par exemple ce qui se passe actuellement en Angleterre, où l'Agence nationale de psychiatrie anglaise a édité une ressource en ligne, alors qui est un petit ouvrage de quelques pages, qui est destiné aux psychiatres et qui décrit tout ce que je viens de vous dire aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut réagir, comment est-ce qu'on peut intervenir dans les suites du suicide d'un patient, quelles sont les ressources existantes, quelles sont les bonnes manières, je dirais, ou les manières effectives d'accompagner les collègues et les équipes qui sont impactés par ce suicide. Donc vous le voyez, beaucoup de choses restent encore à faire dans le domaine de la post-vention professionnelle, puisque l'exposition au suicide est une exposition très fréquente, très précoce au cours de la carrière, qui peut avoir un impact très fort sur l'identité professionnelle et sur les parcours professionnels de chacun, qui peut entraîner des conséquences négatives sur le plan professionnel, mais aussi sur le plan de la santé mentale, puisqu'on parle potentiellement d'état de stress post-traumatique, on parle d'idées suicidaires, de réactions de deuil. Il est important que les institutions puissent accompagner leurs professionnels dans ce cadre.
Et pourtant, alors que le constat est connu depuis maintenant quelques années, il y a un manque de préparation critique à l'exposition au suicide de patients. Et donc, il est important que l'on mette en place des formations très précoces pour l'ensemble des professionnels qui vont être amenés à être confrontés à des personnes à risque suicidaire et qui risquent de se suicider. Un manque de soutien dans l'après-coup qui est aussi criant et qui est rapporté par les professionnels de la santé mentale et du champ du médico-social. Donc, il est important de mettre en place des outils de prévention et notamment de post-vention pour aider et accompagner ces professionnels. Le programme support que nous proposons à Lyon est un exemple parmi d'autres. Il existe malheureusement peu décrit dans la littérature, mais il existe d'autres formats qui peuvent exister. Et j'espère que nos discussions entre Fribourg et Lyon seront l'occasion de collaboration pour réfléchir à des modèles à l'avenir qui permettront d'améliorer la formation, l'information et l'accompagnement des professionnels dans le cadre du suicide de patients ou d'usagers. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une bonne continuation. Merci beaucoup, Dr Lone, pour cette conférence intéressante qui pose vraiment les fondements et aussi les enjeux essentiels de cette thématique ô combien sensible. Nous nous réjouissons de pouvoir écouter peut-être à l'avenir les premiers résultats de votre étude support et donc nous allons suivre avec intérêt ce programme que vous allez mettre en place à Lyon. Merci beaucoup pour votre contribution, pour avoir accepté notre invitation et nous vous souhaitons le meilleur pour la suite de votre programme. Encore merci pour votre invitation et j'espère à bientôt et peut-être avec les résultats préliminaires de notre étude qui, j'espère, pourra démarrer au plus vite. Bonjour. Dans cette conférence enregistrée pour la manifestation organisée par Pré-Suifri, l'association de prévention suicide Fribourg en Suisse, nous allons aborder un certain nombre de réactions susceptibles d'être engendrées par un décès par suicide. Nous allons donc voir en quoi le suicide peut engendrer des réactions différentes ou similaires à celles de notre type de mort et aussi explorer quelques pistes pour accompagner les personnes qui ont été confrontées de près ou de loin à un suicide. Un suicide est un événement qui est susceptible d'engendrer un onde de choc qui est très large. Il peut donc toucher des personnes à différents titres. Bien sûr, les personnes qui étaient proches de la personne décédée, qui entretenaient avec elle un lien significatif, un lien important d'affection, de parenté. Et donc, on compte à peu près entre 6 et 14 personnes qui seront endeuillées par cette mort, donc qui vivront un processus de deuil à la suite de cette mort. Il y a aussi des personnes qui connaissaient la personne qui est décédée, même si elles entretenaient avec elle une relation plus distendue. Peuvent être des collègues, elles peuvent être des connaissances. Ces personnes peuvent aussi être impactées par la mort par suicide. Et on compte jusqu'à 40 personnes qui peuvent être affectées de manière plus ou moins importante. Mais le suicide, surtout s'il se passe dans un lieu public, est aussi susceptible de toucher à un ensemble de personnes qui se trouvent sur les lieux où il a lieu et donc qui n'étaient pas forcément en relation avec la personne défunte avant son décès, mais qui, par l'acte suicidaire, sont exposés donc à ce type d'événement. Et donc, jusqu'à 135 personnes peuvent être touchées par ce biais-là. Bien sûr que les impacts du suicide dépendront en fait de la nature de la relation qui existait avec la personne défunte et des circonstances de cette mort. Une mort publique en général est susceptible de toucher plus de personnes et aussi peut-être des personnes qui n'avaient pas de contact préalable avec la personne décédée, comme on l'a déjà dit. Et donc les
degré et les types d'impact peuvent varier beaucoup d'une personne à l'autre. Il peut y avoir des manifestations de stress aigu, des palpitations, des images qui s'imposent à nous. Et en général, le suicide est un événement que, de par sa nature, provoque des états de stress aigu. Mais si, par exemple, les personnes ont été confrontées à la scène du suicide elle-même, elles peuvent aussi être confrontées à des images violentes qui s'inscrivent dans leur psyché et donc peuvent aussi à terme développer des symptômes de stress post-traumatique. Enfin, comme on l'a déjà évoqué, les personnes qui entretenaient une relation proche et significative avec la personne décédée, en général, développent des réactions de deuil et passent par un deuil. Est-ce que le deuil par suicide est différent des autres types de deuil? Ça, c'est une question qui a fait couler beaucoup d'encre et encore aujourd'hui, il y a une partie de réponses qui sont plus ou moins connues et d'autres qui doivent encore continuer à être explorées. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a des similarités et des différences avec ce type de deuil. Par exemple, les choses qui sont communes aux autres types de deuil, ce sont la tristesse, le chagrin, la douleur, le fait que la personne décédée manque et aussi que souvent les personnes qui restent ont un souhait d'être réunies avec cette personne défunte. Elles partagent ce type de mort aussi quelques caractéristiques avec les morts soudaines. Comme le fait d'expérimenter un état de choc ou un sens d'irréalité, le fait de ne pas réaliser ce qui arrive ou ce qui est arrivé et donc de ne pas prendre toute la mesure de ce décès dans les premières heures ou jours depuis la mort. Le suicide partage aussi d'autres caractéristiques avec les autres morts violentes, comme les accidents par exemple. Et là, comme je le disais tout à l'heure, il peut y avoir des caractéristiques de la scène, par exemple, de suicide, qui peuvent engendrer des réactions de stress post-traumatique. Mais aussi, de manière plus à long terme, le fait que ces morts violentes engendrent un sentiment de perte d'une certaine illusion d'être invulnérable, mais aussi que la vie peut être juste ou que la vie peut être prévisible et maîtrisable. Et donc, le suicide engendre ce type de sentiment de grande incertitude et de grande désillusion et de grands questionnements auprès des personnes qui restent. Ce qui est plus particulier à la mort par suicide, même si dans une certaine mesure aussi les autres morts peuvent présenter ce type de réaction, c'est la colère contre la personne décédée. Parce que, en fait, les personnes qui restent peuvent se sentir trahies, abandonnées par la personne qui a mis terme à ses jours et peuvent aussi ressentir le suicide comme un acte d'agression vis-à-vis de la relation qu'on entretenait avec la personne qui est décédée ou vis-à-vis de la personne qui reste aussi. Il y a aussi généralement un fort sentiment de culpabilité. On se pose la question, est-ce que j'y suis pour quelque chose dans le geste de l'autre? Est-ce que j'ai fait ou pas fait quelque chose qui a amené la personne à poser cet acte? Et aussi, une autre caractéristique du deuil par suicide, c'est une quête de sens très prononcée et très longue en général. C'est toute la question du pourquoi, en un seul mot. En fait, cette personne en est arrivée à ce point de vouloir se supprimer. Et donc, les personnes qui restent sont vraiment s'engagent pratiquement toujours à une quête de sens, à vouloir comprendre qu'est-ce qui a pu bien amener la personne qui est décédée à poser ce geste-là et à comprendre le rôle qu'ils ont pu ou pas jouer dans ce processus qui a mené à la mort. La mort par suicide, comme nous le verrons aussi tout à l'heure, peut engendrer des forts changements dans les réseaux sociaux de soutien parce que c'est une mort encore particulière et connotée socialement. Et donc, par exemple, on sait que la mort par suicide peut engendrer un soutien moindre aux endeuillés que d'autres types de morts.
Mais ce deuil à la suite d'un suicide ne dépend pas seulement du type de mort ou de ce qui a provoqué la mort. Les formes des réactions, la forme que le processus de deuil va prendre dépend aussi des conditions présentes avant même le décès. Par exemple, si la personne qui est décédée a longuement souffert avant d'un trouble de santé psychique, eh bien, cet état de fait pourra colorer le deuil après sa mort. Mais aussi les conditions associées aux circonstances du décès. Où est-ce que, comment ce suicide s'est passé? Donc, comme je le disais tout à l'heure, le fait d'être confronté à une scène violente est potentiellement traumatisant. Mais aussi les conditions qui apparaissent après le décès. Par exemple, si la personne qui est décédée était la personne qui ramenait principalement la source de revenus pour la famille, ben, son décès aura des conséquences non seulement au niveau relationnel et affectif, mais aussi au niveau très concret des moyens matériels que la famille aura à disposition pour faire face. Donc, certaines fois, la mort par suicide et les conséquences qu'elle peut avoir aussi sur les assurances sociales et les assurances vie, par exemple, ben, peut engendrer des situations de précarité aussi au niveau économique. Les types d'impact peuvent être de nature différente. Par exemple, il y a l'impact personnel. Qu'est-ce que c'est l'impact personnel? Il regroupe en général les émotions, mais aussi les pensées et les comportements qui peuvent être engendrés par le décès par suicide. En général, après un suicide, les personnes, surtout si elles connaissaient assez bien la personne décédée ou si elles étaient confrontées à la scène du suicide, ressentent du choc, la culpabilité à laquelle je faisais déjà référence tout à l'heure, un sentiment de honte vis-à-vis des autres, de trahison, la rage, la révolte, mais aussi les symptômes traumatiques, donc les images obsessionnelles qui reviennent, les feedbacks, les réviviscences, et puis un état d'hypervigilance au niveau du corps, par exemple. Comme je le disais, la recherche de sens et de responsabilité, la remise en doute de ses compétences, de dire mais est-ce que je ne l'ai pas aimé suffisamment? Est-ce que je n'étais pas assez bien, assez bienveillant avec lui ou elle? Et aussi une grosse remise en question de la relation qu'on entretenait avec la personne décédée. Ce qu'on sait, les recherches l'ont montré depuis une trentaine d'années, c'est que les personnes qui ont perdu un proche par suicide sont plus susceptibles ou à risque de développer un deuil compliqué ou pathologique. Ce n'est pas un déterminisme, ce n'est pas inéluctable, mais il y a un certain nombre de personnes qui sont à risque de développer ou qui développeront un deuil compliqué pathologique, un deuil donc qui se prolonge et dont les manifestations sont particulièrement sévères. Et sont aussi à risque de développer des comportements suicidaires eux-mêmes pour ceux qui restent et celles qui restent donc. Soit pour des raisons de vulnérabilité biopsychosociale, ça veut dire des vulnérabilités que les personnes qui restent partagent avec la personne qui s'en est allée, soit par des phénomènes d'identification avec la personne décédée. Ce qu'on sait aussi, c'est qu'on peut retrouver des taux plus élevés de troubles de santé mentale chez les endeuillés par suicide, en particulier pour ce qui concerne la dépression, les abus de substances et les troubles de l'anxiété. Mais il peut y avoir aussi un impact plus au niveau psychosocial. On sait que les endeuillés par suicide peuvent avoir des arrêts de travail de longue durée et souffrir d'un certain isolement social et peuvent aussi présenter des complications somatiques fréquentes, des douleurs chroniques, des troubles cardiovasculaires qui deviennent des sources supplémentaires de difficultés. Il y a pour le suicide aussi des réactions collectives. Parce que cette mort, elle est encore connotée socialement. Elle n'est pas considérée au même titre que les autres types de morts. Et donc, elles engendrent des réactions de suspicion, de stigmatisation ou même des dynamiques de bouc émissaire. L'être humain recherche des raisons, mais recherche aussi parfois des coupables. Et donc, ce sont souvent ceux qui restent qui doivent répondre en quelque sorte du geste de celui qui est parti. Et donc, ils peuvent être stigmatisés, d'une part parce que les
les groupes ou la société peut penser qu'ils n'ont pas fait assez pour empêcher le passage à l'acte ou parce que tout simplement le suicide engendre un effet de rejet au niveau social. Ce qu'on sait aussi, c'est que le soutien social, le soutien relationnel est moindre par rapport à d'autres types de morts. Et que la communication avec les proches est aussi plus difficile. On ne sait pas trop, après un suicide, s'il faut ou pas aborder la question avec les personnes endeuillées, comment parler de la personne décédée et comment faire pour les soutenir. Et dans les organisations socio-sanitaires, un suicide d'un patient ou d'un client peut aussi perturber fortement le fonctionnement des équipes, de l'institution et le suivi des autres patients ou des autres usagers ou usagères. Il peut engendrer des tensions au sein des équipes. Nous avons mené quelques études pour comprendre quelles étaient les trajectoires de reconstruction à la suite d'un suicide. Et nous avons vu qu'il y avait en fait des trajectoires assez différentes après un suicide. Une première trajectoire est celle en fait de la vulnérabilité. Le suicide devient vraiment une source et le point de départ d'une grande fragilisation de la personne qui reste. Le suicide est considéré comme une cassure et reste, même après des années, un vide qui ne peut pas être comblé et un vide aussi de sens. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à donner un sens à la première personne de ce qui s'est passé. Ces personnes-là ressentent beaucoup de culpabilisation et d'auto-accusation. Mais il y a aussi des personnes que tout en considérant le suicide vraiment comme un événement dramatique et très difficile à vivre, l'envisagent et peuvent le transformer comme un processus d'apprentissage. Et donc, le suicide, quelque part, est le point de départ pour une quête d'une plus de sens pour sa propre vie. Et donc, mène à un sens parce qu'ils se disent la vie est vraie, peut être injuste, peut être fragile, mais c'est une raison d'autant plus pour en profiter pleinement. Et donc, ces personnes-là aussi trouvent que la responsabilité, ils assument, ils se disent peut-être que j'ai fait pas toujours ce que j'aurais pu faire, mais finalement, cette responsabilité est mise en perspective et partagée avec la personne qui est décédée. L'engagement est une trajectoire qui fait que les personnes qui ont perdu un proche, en fait, réorientent véritablement le sens de leur vie. Ce suicide devient en fait le moteur pour s'engager dans des causes sociales, citoyennes et souvent dans la prévention du suicide pour donner un sens, pour dire cette mort ne peut pas rester seulement quelque chose de négatif, elle doit se transformer et être mise au service des autres aussi. Et un autre type de trajectoire pour des personnes qui, en généralement, sont impactées au niveau affectif, mais dont la vie n'est pas impactée dans toutes les dimensions et tous les aspects comme pour les trois autres logiques, où en fait le suicide devient un défi pour mener une existence qui est encore plus pleinement vécue. Et le sens pour ces personnes-là qui envisagent le suicide comme un coup dur est à rechercher dans la trajectoire de l'autre. Donc, ils n'assument pas eux-mêmes la responsabilité pour ce qui est arrivé, mais la redonnent à la personne décédée. Alors, comment peut-on accompagner les personnes qui ont été confrontées à un suicide? Le soutien, on l'a vu, est en général moindre et il est obtenu plus tardivement par les endeuillés par suicide que les autres endeuillés. Donc, ce qu'on peut dire, c'est qu'il est très important en tant que proche d'une personne suicidée d'aller rechercher de l'aide, mais aussi en tant que proche d'un proche qui a perdu une personne par suicide, d'être très proactif, d'offrir de l'aide, d'offrir de l'écoute, d'offrir du soutien matériel aussi. Et donc, ces approches proactives peuvent être offertes et menées aussi bien en face à face que par des ressources numériques qui de plus en plus se révèlent positives pour soutenir les personnes qui restent. Et ce qui est très important, c'est de faire preuve de respect
de ne pas être jugeant vis-à-vis de l'acte de la personne qui est décédée, mais aussi vis-à-vis des réactions de ceux qui restent, et d'avoir une très grande attention pour éviter de poser des gestes maladroits ou prononcer des paroles qui peuvent être blessantes. Donc, il convient vraiment de faire preuve d'une très grande écoute, une écoute empathique et d'un soutien qui s'étale sur des mois, voire des années. Mais il est aussi nécessaire de considérer qu'il n'y a pas une recette qui est valable pour tout le monde. Les endeuillés ne sont pas un groupe homogène et il est nécessaire de proposer des offres de soutien diverses, modulables et en adéquation avec les besoins et les réalités différentes qui sont vécues par les personnes qui restent. Par exemple, les parents d'enfants suicidés n'auront pas les mêmes besoins que la fratrie, qui, elle, est dans une perspective de construction d'une trajectoire de vie. Ou encore, les besoins peuvent varier selon qu'on soit un homme, une femme, selon qu'on soit justement un frère, une sœur, ou un mère, un père, ou un enfant d'une personne qui s'est suicidée. Et aussi le moment de la vie où ce suicide survient. Les besoins seront différents si on est confronté au suicide d'un proche quand on a 40 ans ou quand on en a 12 ou 13. Et aussi, au moment, pouvoir moduler ses offres et ses accompagnements selon le degré d'avancement du processus de deuil. Donc, si la personne est en état de choc, on sera surtout attentif à veiller à son bien-être physique et à être présent auprès d'elle. Et quand elle commence à se mettre de sens, on la soutiendra pour mettre en perspective le processus qui a mené au suicide, par exemple. Et ces offres de soutien, justement, peuvent être d'intensité ou de nature différente selon aussi les réactions et le processus de deuil des personnes concernées. Ce qui est connu, ce qui est préconisé, c'est des interventions à bas seuil pour l'ensemble des endeuillés. Qu'est-ce que c'est une intervention à bas seuil? C'est des interventions qui sont accessibles à tout le monde, à n'importe quand, et qui peuvent soutenir la personne pour contrecarrer l'isolement, la stigmatisation, pour lui permettre de ventiler ses émotions, de parler de ce qui l'habite, de ses peurs, de ses craintes, mais de ses questionnements également. Les soutiens plus importants doivent être fournis aux personnes qui manifestent des réactions de deuil intenses et prolongées. Et pour ces personnes-là qui ont du mal à cheminer dans le processus de deuil, qui semblent un peu être figées dans la culpabilisation, par exemple, ou dans des réactions émotionnelles très très fortes, ou qui commencent à présenter des symptômes de troubles de santé mentale, alors pour ces personnes-là, il est nécessaire de les soutenir pour qu'ils puissent avoir accès à des soutiens spécialisés et professionnels sous forme de psychothérapie ou d'autres thérapies individuelles ou de groupe. Et pour les personnes qui développent des deuils complexes et des troubles de santé mentale, dépression, troubles de l'anxiété, abus de substances, ces personnes-là doivent pouvoir être amenées vers des professionnels dans le domaine médico-psychiatrique. Groupes de soutien ont fait leurs preuves depuis plusieurs années, donc peuvent être une solution qui est positive pour que les endeuillés par suicide puissent partager avec d'autres personnes qui ont été confrontées au même type de deuil et qui puissent en fait prévenir, et le fait de partager, de cheminer avec les autres pour prévenir des complications à plus moyen ou long terme. Et il est aussi important de souligner que le deuil par suicide n'est pas susceptible seulement d'engendrer des réactions difficiles et problématiques, mais également peut être l'occasion et le moteur pour développer ce qu'on appelle dans le domaine la croissance post-traumatique. Ça veut dire trouver vraiment un plus de sens et une plénitude de vie, même à la suite d'un événement aussi difficile et potentiellement traumatique qu'est le suicide. Donc, il est possible non seulement de survivre, mais il est possible de vivre et de bien vivre même après un suicide. Et ceci est important aussi à dire, tout aussi important que de reconnaître la souffrance et d'accompagner les personnes, de les soutenir dans leur cheminement.
Donc, je le disais tout à l'heure, les ressources numériques peuvent être effectivement une aide importante, surtout pour les personnes qui sont plus jeunes ou plus isolées ou qui ont moins de moyens. Ceci a été constaté aux États-Unis. Il faut contextualiser quand même les choses et voir aussi si dans le contexte dans lequel la personne endeuillée vit, les ressources numériques peuvent aussi apporter un soutien et peuvent être des outils importants. Ce qu'on sait, c'est que les forums associatifs aussi offrent des espaces où pouvoir poser un certain nombre de choses et donc peuvent aider les personnes à élaborer leurs pertes. Mais pour disons, soutenir la personne qui est endeuillée, il faut tenir compte aussi de sa logique de reconstruction. Et alors, on offrira des soutiens différents selon que la personne est dans une logique de vulnérabilité ou selon que la personne sera dans une logique de engagement. Pour la vulnérabilité, il est nécessaire de soutenir ces personnes vraiment de manière assez massive par l'entraide des pairs, mais aussi par un soutien des collègues, amis et d'autres membres de la famille vraiment importants et sur le longue durée. Et ces personnes-là, souvent aussi, ont besoin aussi de soutien professionnel. Et par exemple, les groupes d'entraide peuvent être quelque chose de tout à fait recevable et positif pour les personnes qui se reconstruisent selon les logiques de la vulnérabilité ou de l'engagement, mais en général, ils sont moins bien perçus ou acceptés par ceux qui sont dans la transformation parce qu'eux, ils sont plutôt dans un processus d'élaboration du deuil qui est plutôt individuel et pas collectif. En conclusion, nous pouvons dire que le suicide est un événement susceptible de fragiliser les personnes qui sont touchées, surtout si elles avaient un lien affectif important avec la personne concernée, mais que ce n'est pas une inéluctabilité, ce n'est pas inéluctable. C'est vrai, c'est un événement difficile qui peut engendrer passablement de souffrance et de difficultés, mais le suicide peut être aussi transformé en quelque chose qui permet un surplus de vie et un sens, de donner un sens à sa vie parce qu'on a passé justement par des moments extrêmement difficiles. Donc, pour les personnes qui accompagnent, il est important de ne pas, d'une part, banaliser la souffrance qui est vécue par les personnes endeuillées par suicide, même si l'événement s'est produit déjà depuis un certain nombre d'années. Si la souffrance est toujours là, elle doit être accueillie, elle doit être validée et on doit, disons, accompagner les personnes à cheminer à travers ce processus de deuil. Mais il est aussi important de ne pas enfermer les personnes endeuillées dans leur justement statut d'endeuillé par suicide et que donc les réduire quelque part ou les enfermer dans une souffrance engendrée par le suicide. Donc il est important aussi de ne pas les considérer seulement que comme personnes endeuillées par suicide, mais de considérer ces personnes dans leur intégralité, dans leur entièreté et donc de pouvoir aussi les accompagner pour qu'ils puissent se reconstruire aussi, pas seulement autour de cet événement, mais développer aussi d'autres types de trajectoires et de processus et des projets de vie. Il est nécessaire de soutenir les personnes exposées touchées selon leurs besoins, en faisant preuve d'empathie, de compréhension, de respect, en les soutenant tout aussi émotionnellement que concrètement dans le quotidien et en les référant à des spécialistes, des psychothérapeutes, des psychiatres ou d'autres thérapeutes en cas de développement de formes complexes de deuil, de troubles de santé mentale, parce que ceci est une souffrance dans la souffrance et il est nécessaire de pouvoir les soutenir donc de manière ciblée par rapport aux troubles de santé mentale et par rapport, par exemple, aussi aux troubles psychotraumatiques. Donc, en conclusion, le suicide engendre des réactions très différentes et il est nécessaire d'être attentif et d'être soutenant selon les manifestations et les réalités vécues par les personnes qui restent après le suicide d'un proche. Merci de votre attention.